En attendant que tout le monde arrive, on peut peut-être démarrer. On a prévu quelques petits sondages au cours de cette session pour savoir un petit peu qui nous écoute, qui est avec nous. Et on va commencer par un qui est tout simple, en attendant que tout le monde arrive, euh, qui était sur le type de l'établissement. Voilà, quel est votre type d'établissement? Vous avez plusieurs options qui doivent s'afficher à l'écran et vous pouvez y répondre au fur et à mesure. Voilà, en attendant que tout le monde arrive, on commence dans 1 ou 2 minutes. Vous pouvez répondre au petit sondage qui est sur votre écran, si ce n'est pas déjà fait. On commence à 5 si ça vous va, Charline, Séverin, Arnaud? C'est bon. Faut pas faire attendre non plus Ouais, les personnes qui sont arrivées. voilà, encore quelques secondes. On a quelques votants. Allez. Voilà, donc 2 sondages qui sont en cours, hein. Donc, dans quel type d'établissement vous êtes et où est-ce que vous recrutez actuellement? Donc on voit qu'on a une grosse majorité en France métropolitaine d'abord, donc hors Île-de-France et puis après, l'autre majorité est sur Paris et en Île-de-France. Un petit peu les DOM-TOM qui sont présents également et quelques-uns hors France même. Voilà, sur le type d'établissement, on a beaucoup d'hôtels indépendants 4-5 étoiles, des chaînes aussi qui sont présentes, puis un petit mix, pour le reste, hein, hôtel indépendant jusqu'à 3 étoiles, appart-hôtel, résidence hôtelière. Bon, je propose qu'on commence. Bienvenue à tous pour, ce webinaire sur, l'expérience collaborateur en hôtellerie en 2022. Je me présente, je m'appelle Bruno, je suis, en charge de la formation chez Landjob. Avant ça, j'étais hôtelier pendant très longtemps, chef de réception, directeur d'hébergement dans différents hôtels en Irlande et en France, en Angleterre également, avant de monter, mon entreprise qui s'appelle DM Book Pro et qui a rejoint Landjob justement en 2021, si je ne me trompe pas, ou fin 2020. Le temps passe tellement vite maintenant. Avec moi, il y a, honneur aux dames, Charline, si tu veux peut-être te présenter? Oui, bonjour, donc Charline Waraki. Je suis chef de projet coordination pédagogique, dans un organisme de formation qui s'appelle Las Forest, que vous pouvez sûrement connaître. Et donc on accompagne, notamment des hôteliers, mais toute la branche, tout le secteur, de l'hôtellerie-restauration, donc dans leur formation et d'évolution professionnelle. Des salariés, des managers, des dirigeants, l'ensemble. Merci. Séverin? Bonjour à toutes et à tous, je suis Séverin Ferrand, je suis consultant en recrutement. J'ai travaillé quelques années, même 14 ans pardon, en opération dans l'hôtellerie.
et depuis maintenant 14 ans, je fais du recrutement sur des fonctions d'encadrement dans l'hôtellerie, la restauration et les secteurs connexes. Plutôt sur des postes opérationnels, chef de département et direction d'établissement. Et puis enfin, Arnaud. Bonjour à toutes et à tous, donc Arnaud Vermery, directeur de l'Holiday Express de Roissy-Charles de Gaulle, également président de l'Amicale internationale des chefs de réception, donc l'AICR, que vous connaissez pour certains. Et voilà, je fais diverses missions en parallèle de mon poste de direction. Alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ce webinaire sur ce thème? C'est vrai que tous autour de la table ici, nos clients respectifs, et c'est vrai, dans une grosse partie du métier, on a beaucoup de commentaires, de gens qui nous disent qu'ils ont du mal avec le contexte actuel, suite au Covid. Les salariés sont moins motivés, ils ont du mal à recruter, du mal à les garder. Un témoignage d'ailleurs qu'on a reçu, beaucoup de gens nous ont répondu à l'invitation pour dire qu'ils ne pouvaient pas venir, et je me suis dit que c'était un bon moyen de démarrer ce sujet. C'est Christine d'un hôtel 3 étoiles à Dieppe qui dit: si vous trouvez des idées miracles, je suis preneuse, car sur le sujet, je suis désespérée, et ce n'est pas faute d'avoir essayé plusieurs solutions. La problématique pour moi est également le manque de motivation, non pas de mon équipe actuelle, mais des contrats saisonniers, et la lassitude de mon équipe permanente et de moi-même. Un témoignage qui nous touche beaucoup, et c'est vrai qu'en tant que prestataire, enfin tous de notre côté en tout cas, nous chez LandJob, prestataire informatique, on cherche toujours à savoir comment est-ce qu'on peut aider. On a été modestement nommé dans la catégorie technologie et services bien-être au travail pour équipe hôtel, voilà, avec des M-Book, mais c'est vrai que c'est difficile de vous fournir des employés. Donc l'idée de cette table ronde, c'est d'essayer de voir si on pouvait partager avec vous des bonnes pratiques de la part de tous les intervenants. N'hésitez pas du coup à poser vos questions. Vous avez une rubrique Q&A, vous pouvez poser vos questions. Le but, c'est qu'on essaie d'y répondre le mieux qu'on pourra. Et je propose de démarrer tout de suite avec Séverin, puisque toi, tu es un peu le début de la chaîne, hein, le début du maillon sur le sujet du recrutement. Donc, toi, justement, de ton point de vue, c'est quoi le marché aujourd'hui? Dans quel état est le marché aujourd'hui? Je pense que tout le monde sera d'accord hein, pour constater qu'on est devant un marché qui est fortement pénurique. La pandémie a bousculé un équilibre qui était déjà fragile, hein, évidemment, avant la pandémie. Le fait que les établissements ferment, un certain nombre d'employés se retrouvent à la maison et redécouvrent leur famille, leurs amis, évidemment, ça a remis des choses en place. Et puis, il y a aussi un certain nombre peut-être de collaborateurs qui ont perdu leur emploi. Et au moment de la réouverture, tout le monde n'est pas revenu, effectivement, hein. Je crois que c'est un syndicat professionnel qui indique qu'il manque, je ne sais pas si c'est le chiffre exact est entre 100 000 et 300 000, mais enfin, c'est à peu près l'ordre d'idée qu'on entend de façon assez régulière. Évidemment, les premiers postes les plus impactés, ça a été les postes d'exécutants, puisque depuis des années, hein, je pense que Arnaud en est témoin et on est assez régulièrement sollicité au niveau de l'amicale des chefs de réception. C'est devenu très compliqué de recruter des chefs de réception et encore plus des réceptionnistes. C'est devenu très compliqué de recruter des commis, c'est devenu très compliqué de recruter voilà, des femmes de chambre et tous les personnels exécutants. Mais depuis quelques mois, ce qu'on constate, nous, en tout cas, au niveau de notre activité, c'est que même sur les fonctions d'encadrement, on commence à avoir une pénurie. Ça ne sera pas vraiment une consolation, mais c'est vrai que cette pénurie ne touche pas que l'hôtellerie, elle touche énormément de secteurs. Elle touche tous les segments et elle touche aussi toutes les destinations. Donc, partant de là, c'est vrai que voilà, le constat est plutôt négatif. Après,
il y a quelques initiatives quand même que je perçois, hein, qui sont prises par un certain nombre d'opérateurs et qui sont plutôt des bonnes nouvelles, parce qu'effectivement, je pense qu'on est dans une période de transition, en fait, où il va falloir apprendre à s'adapter à ces nouvelles conditions de marché. Qu'est-ce que tu as vu du coup comme initiative? Tu parles d'initiatives intéressantes que tu as vues. Qu'est-ce que Alors, au niveau des initiatives intéressantes, j'ai observé là, je crois que c'était il y a 8-10 jours, hein, l'Intercontinental Hôtel Dieu à Lyon a fait une journée de c'était pas vraiment une journée de recrutement en fait, hein, ils appelaient ça un festival, heu, work festival. J'ai oublié le nom précis, mais enfin le but c'était, de proposer aux gens de venir et de venir à la rencontre des équipes, sans qu'il y ait réellement un enjeu, une situation d'entretien et cetera. Donc il y avait, un cocktail, voilà, il y avait des trucs, sympathiques, à manger et à boire et les gens ont pu échanger et puis se montrer, tels qu'ils sont, hein, finalement, sans qu'il y ait, le «filtre» entre guillemets, de l'entretien et un quelconque enjeu. C'est une initiative, que je trouve intéressante et puis après, j'ai entendu que certains établissements, par exemple, ont amélioré l'intégration de leurs, nouveaux collaborateurs en leur proposant de vivre l'expérience, en fait, qu'ils vont proposer à leurs clients. Par exemple, en leur proposant de, voilà, de passer une nuit, et de tester, les services de l'hôtel et je trouve que c'est des choses qui sont assez simples à mettre en place, et de mon point de vue, vraiment intéressantes, pour l'employé qui est souvent, voilà, n'a jamais pu tester finalement la prestation. OK, intéressant, donc une manière différente de recruter. Venez tester, pour convaincre de venir travailler avec nous. Là, il y a Pierre justement qui réagit et qui nous dit, c'est vrai que les normes se sont vachement beaucoup inversées, à notre arrivée sur le marché du travail, nous étions heureux d'en avoir un. Aujourd'hui, on est presque heureux d'avoir des candidats. Clairement, les exécutants veulent des horaires à la carte et des salaires de géants, incroyablement complexes à gérer. Est-ce que toi justement, Séverin, tu vois sur le marché, est-ce que les offres ont évolué? Enfin, est-ce que les recruteurs justement ont évolué ou est-ce que c'est les candidats qui ont évolué? Genre, est-ce que tu as constaté que le marché, Hem J'ai un petit peu le sentiment que c'est aujourd'hui les candidats, hein, qui poussent au changement, et donc on voit bien que les offres ont évolué puisqu'il y a une façon de communiquer qui est différente. On voit des établissements qui mettent en avant leurs employés, de façon assez régulière, mais on voit aussi, et c'est un petit peu quand même ce que tout le monde attend, ou en tout cas beaucoup attendent, de savoir, quelle va être l'atmosphère de travail et cetera et des entreprises qui communiquent là-dessus. Mais dans les offres, par exemple aussi, hein, dans les offres d'emploi qui sont partagées, bah, on voit aujourd'hui, par exemple, le Journal des Palaces a, encouragé, les personnes qui publient des annonces à vraiment mettre en avant, sur, entre guillemets, «leur avantage concurrentiel», en termes d'expérience, collaborateur, pour savoir ce qu'ils avaient à proposer, en plus. C'est vrai que je rejoins un petit peu Pierre, on a le sentiment qu'aujourd'hui, ceux qui entrent sur le marché du travail sont assez exigeants. Hem, je pense que voilà, on peut dire, on peut trouver que c'est difficile à accepter, mais c'est un fait que peut-être nous, on n'a pas été suffisamment exigeants à une période et aujourd'hui, il y a probablement quand même un petit peu de rattrapage à faire, notamment au niveau des salaires. Il n'y a pas que les salaires, mais je pense que, voilà, en termes d'atmosphère de travail, en termes propositions aussi par rapport à l'évolution, hein, qui peut être proposée aux collaborateurs, la visibilité qu'ils ont, la capacité qu'ils ont aussi de parler avec leur manager, de façon régulière. Tout ça, c'est des choses qui se mettent en place, qui se généralisent mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup recherchent, une certaine flexibilité, et la vie personnelle, voilà, je pense que la valeur travail a énormément changé. La vie personnelle a pris une place, qui est ma foi, voilà, plus importante probablement qu'à une certaine époque, hein. on entend beaucoup en ce moment, il faut trouver d'autres profils, recruter des profils non hôteliers, aller chercher ailleurs. Est-ce que
c'est quelque chose que tu vois ça? Enfin, est-ce que ça fonctionne? Oui, oui et oui, on le voit, alors, ça date quand même un petit peu, hein. Déjà, il y a quelques années, il y avait la marque W, hein, de Starwood qui, au moment où ils ont ouvert leur hôtel à Paris, ont vraiment mis l'accent sur justement le fait qu'il fallait aller chercher des profils autres que des profils purement hôteliers. Je ne sais pas si quelqu'un de Starwood pourrait témoigner de la réussite, hein, de ce projet. Nous, vu de l'extérieur, en tant que cabinet de recrutement, en tout cas, on a un petit peu senti qu'il y avait quelques ratés, mais en fait, c'est pas tellement ça le problème, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les personnes qui font des formations hôtelières, il y en a quand même énormément qui finalement ne se destinent pas du tout, hein, à l'opération, en tout cas, en hôtellerie. Donc, c'est la solution effectivement, c'est d'essayer, entre guillemets, d'aller prêcher la bonne parole auprès d'autres publics, heu, d'autant qu'on peut tout à fait recruter des gens sur, un certain nombre de compétences relationnelles qui sont, qu'on va peut-être avoir du mal, en tout cas, qui peuvent s'apprendre, mais c'est quand même mieux si c'est dans l'ADN des gens. Heu, Là où, la technique, finalement, ça s'apprend maîtriser un logiciel, par exemple, quelquefois on voit des annonces, hein, il faut parler 3 langues, il faut maîtriser Opera, il faut avoir, 4 ans d'expérience. Tout ça, c'est gentil, mais enfin, c'est la liste au Père Noël et c'est en net décalage, en tout cas, avec les talents qui sont disponibles, sur le marché et prêts à venir dans le métier. Donc, c'est vrai que ça prend du temps, en tout cas, de former, mais très clairement, je pense qu'il faut être prêt à former les gens et à leur donner envie de rester et d'ailleurs, je pense qu'on a aussi, hein, probablement plus de succès finalement si on arrive à faire aimer le métier à des gens qui n'étaient pas destinés à l'hôtellerie au départ, mais qui y trouvent une possibilité de se développer professionnellement. Il y a un ascenseur social qui existe toujours dans ces métiers-là, hein, donc et ces gens deviennent très fidèles si on leur donne le goût du métier. Je pense qu'on peut en faire, voilà, des gens qui vont être longtemps, dans notre secteur. Merci, merci, c'est vrai. Arnaud, toi, tu vois ça aussi, du coup, sur ton établissement dans l'association? Oui, tout à fait. En fait, j'ai annoté là 2-3 choses que Séverin a dit. Mais en fait, il y a une vraie réalité. Alors, le mot magique du moment, c'est la qualité de vie au travail, hein. Tout le monde parle du QVT. Et le QVT, en fait, c'est plutôt ce que j'avais déjà discuté avec Séverin et Pascal à une époque. C'est plutôt c'est le package, en fait, global. Parce que le salaire est effectivement une raison qui pousse certaines personnes à changer d'emploi, mais pas que. Et ça pousse aussi certains directeurs d'hôtel, directeurs d'établissement à faire des bêtises, dans le sens où des fois, on fait évoluer des gens en leur donnant un salaire, en leur donnant un meilleur salaire, donc on lui change son nom, son intitulé de poste, mais sans qu'ils aient acquis certaines compétences de management ou d'encadrement. Et donc, ces personnes ne sont plus fédérateurs puisqu'ils sont eux-mêmes perdus. Et souvent, on trouve effectivement des chefs de réception, des responsables restaurants qui passent en fait leur temps dans le service et qui ne sont plus du tout dans l'accompagnement, le support, le fait de former les personnes. Et ça, effectivement, ça a créé un grand vide, puisque à un moment donné, dans la qualité de vie au travail, on est là aussi pour se développer et on a envie d'apprendre des choses. Mais certaines personnes n'ont pas forcément cette compétence ou ne sont pas encadrées ou accompagnées pour le faire. Et ça, effectivement, c'est un sujet qu'on a eu avec d'autres sociétés de recrutement où effectivement, on ne sait plus si on cherche des exécutants pour commencer le travail et apprendre et développer, ou si au final, c'est tellement compliqué de recruter qu'on préfère tout de suite recruter un chef de réception, mais au final, qui passera son temps à faire de la réception et qui sera à même d'être dégoûté du métier ou changer de métier. Donc ça, c'est vraiment le package de qualité de vie au travail, c'est vraiment avoir un planning mensuel, c'est le salaire, la mutuelle, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'elle est prise en charge à 100%, 50%?
Est-ce que c'est une mutuelle famille? Ça change énormément de choses. Comment on organise son shift? Qu'est-ce qu'on met dans ce package? Est-ce qu'on fait une fête du personnel? On fait un Noël des enfants? Voilà, il y a plein de choses qui ont été essayées. Et une autre chose aussi qu'on a du mal à faire dans l'intégration des nouvelles personnes, j'en ai reparlé avec mon chef de réception il n'y a pas longtemps, c'est qu'en fait, on est tellement dans l'exploitation, tellement dans l'opérationnel que dès qu'un nouveau arrive, on le met derrière l'ordinateur et on ne prend plus le temps en fait de le former, de l'accompagner ou de lui faire découvrir l'entreprise. Et j'ai eu cette conversation il n'y a pas longtemps avec un Night qu'on a recruté. Alors on va y venir, ça Arnaud, on va y venir sur le sujet de l'accueil qui vient juste après le recrutement. Il y a Mathieu qui pose la question de et les prestataires extérieurs, les auto-entrepreneurs qui veulent mieux gérer leur mission tout seuls. Est-ce que vous avez des échos autour de la table d'hôtels qui fonctionnent avec ça? Non. Moi, je me rappelle avoir été démarché pas mal pour des nights surtout qui se veulent auto-entrepreneurs, qui vous donnent d'office un taux horaire et qui vous dit je suis disponible, contactez-moi. Le problème qu'on a eu chez Intercontinental par exemple avec mon enseigne Holiday Express, il y a des choses que je ne peux pas me permettre. Et aujourd'hui, on l'a vu avec certaines sociétés d'intérim qui disaient que si tu voulais quelqu'un, c'était passé à 14 ou 15 euros de l'heure. Et on a vu effectivement des dérives après le Covid où certaines personnes, effectivement, comme disait Séverin tout à l'heure, ont commencé à faire un peu des négociations pour pouvoir venir travailler. Aujourd'hui, moi, j'ai un turnover qui est assez faible. Sur le Covid, j'ai eu aucun départ, aucune personne rentrée, mais aucun départ. Et j'ai mis des choses en place pour ça aussi, hein, on va être honnête. Mais à un moment donné, je ne citerai pas la société d'intérim, mais je ne travaille plus avec. Et je lui dis, mais vous vous rendez compte, vous me facturez 14 euros de l'heure, un salarié qui n'a même pas les compétences de mes salariés. Et si mes salariés la prennent, je fais comment en fait? Et effectivement, aujourd'hui, mes équipes préfèrent être en manque d'effectifs s'il est le cas. Et après, derrière, à nous d'être reconnaissants vis-à-vis d'eux. Et j'ai la chance d'être dans un groupe qui me permet de l'être. Donc ça, c'est plutôt une bonne occasion pour moi de stabiliser mon équipe. Mais effectivement, il y a eu énormément de dérives, que ce soit dans des hôtels indépendants, que ce soit même des sociétés d'intérim pignon sur rue. Aujourd'hui, pour vous facturer des prestations où il n'y avait plus du tout de cohérence et vous perdez toute crédibilité vis-à-vis de vos équipes, quoi. Pendant que vous parliez, on a lancé un sondage pour savoir un petit peu où se situaient ceux qui nous écoutent. Et donc là, on a la question, c'était comment vous vous situez au niveau du staffing. Et on a 70% qui ont dit c'est compliqué, j'ai besoin de monde. Et suivi de 18% qui disent il manque un peu de personnes. Et on en a 7% qui sont très contents, qui disent qu'ils ont besoin de personnes. Voilà. 6 maintenant. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Mieux. Info. Et toi, du coup, Charline, sur Asforest, vous avez des demandes sur l'accompagnement au niveau du recrutement? Enfin, est-ce que vous avez recruter comme ça s'apprend? C'est pas donné à tout le monde de faire les entretiens de recrutement. Tout le monde n'a pas les services RH. Et donc, c'est vrai que si on ne sait pas bien ce qu'on cherche, on peut être amené à sélectionner le mauvais profil. Ou sur l'accompagnement, comme disait Arnaud, après, sur quand on commence. Oui, en effet, c'est que le recrutement, c'est une stratégie en soi qui s'intègre à une stratégie plus globale d'entreprise. Donc, on a en effet de nombreuses demandes. On a eu beaucoup de demandes, notamment d'accompagnement lors de la période de Covid, notamment au niveau du management pour maintenir comment on manage en période de crise. Et après les nombreux départs, comment on recrute à l'issue de cette crise, dont on n'est pas tout à fait sorti. Et voilà, comment on organise la reprise. Et en effet, recruter, ça s'apprend, et par la suite aussi intégrer et maintenir, valoriser au sein de son équipe, ça s'apprend. Maintenant, on ne devient pas directeur RH en une formation professionnelle courte. Hein, on n'a pas la prétention
de ça. Maintenant, l'idée, c'est d'acquérir des compétences aussi de base, peut-être des compétences un petit peu clés sur la question du recrutement, qui on recrute, comment on organise ces fiches, sur quels besoins de manière très factuelle, et donc ensuite comment on fait aussi ces offres. On en parlait tout à l'heure, est-ce que les offres, elles ont évolué, comment on présente son entreprise, mais pour ça, il faut avoir eu en effet une stratégie plus globale de concept et de marque employeur. Je crois qu'on y revient un peu plus tard. Et donc, c'est tous ces points pour en arriver au bout à l'entretien qui est qu'une des étapes, là où très souvent on veut des gens en entretien, on veut des CV tout de suite pour les voir en entretien. Il y a aussi toute une réflexion autour qui est importante et une réflexion vraiment stratégique. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à Christine qui dit une certaine lassitude en fait voilà, comment on fait pour rebooster? C'est vrai que la crise, elle a usé tout le monde et Alors malheureusement, on n'a pas de baguette magique comme l'espérait Christine. C'est pas forcément très encourageant, mais des témoignages comme ça, on en a beaucoup, et je pense que voilà, c'est vrai, Arnaud. Enfin voilà, c'est assez malheureusement classique sur la période. Nous, on peut accompagner ces managers et ces gérants qui justement doivent prendre le temps, enfin je sais qu'on n'a pas le temps, mais doivent prendre le temps de sortir la tête du guidon justement et de réussir à, et c'est loin d'être facile hein, clairement, mais de réussir à sortir la tête du guidon pour organiser, parce que ce temps, oui, c'est de l'argent, hein, on va pas, hein, mais le coût de la désorganisation, il est aussi très cher. Et c'est le même principe sur la formation, c'est-à-dire qu'on fait commencer des personnes sans formation, eh bien, ça coûte aussi très cher derrière au bout en termes de qualité de service. Donc ça, c'est face au client. Et puis, en termes de nouveaux salariés, qui n'est pas du tout à l'aise quand il commence, et donc qui ne va pas vouloir poursuivre s'il ne se sent pas aussi accompagné. D'où l'idée vraiment d'une stratégie assez globale, avant, pendant, après. alors on a quelques commentaires et questions sur le chat en même temps, et donc c'est une question auquel Arnaud a répondu, mais je ne sais pas si tout le monde a pu le voir. Arnaud, est-ce que tu favorises les heures sup pour ton personnel plutôt que de recourir aux intérims? Et Arnaud a répondu oui, les heures sont majorées en temps et parfois payées en fonction du cumul et des besoins des salariés. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose rapidement, Arnaud. Non, c'est qu'effectivement, la bienveillance est important au sein de l'entreprise, et Charline a raison sur le fait qu'à un moment donné, on doit trouver le temps ou prendre le temps d'eux, et des fois, il faut se faire mal, et je sais que beaucoup d'entre nous se font mal actuellement au quotidien, malheureusement, mais c'est vrai que par exemple, sur le Covid, j'ai mis une stratégie en place de formation justement avec Asforest à ce moment-là, et ça a été payant. Mais c'est vrai que c'est toujours la même question. J'ai moins de 50 salariés, et ben je sais que j'ai des aides, je ne sais pas comment les utiliser. Asforest a été là pour m'aider à les utiliser. J'ai plus de 50 salariés, c'est un autre investissement pour l'entreprise. Donc, qu'est-ce que je suis prêt à investir et à quel moment? Est-ce que j'attends la fin de la période d'essai? Comment je fais le programme? Est-ce que je fais de la formation en interne d'abord, et ce qui est possible puisque beaucoup savent le faire. Et après, une fois la période d'essai terminée, je déclenche d'autres formations en extérieur et accompagné, etc. pour avoir une stabilité et une qualité dans l'avenir et dans les personnes que j'ai recrutées. Alors là, on a d'autres réactions de Pierre. Aujourd'hui, malheureusement, avec le Covid, notre quotidien, c'est de gérer les différents arrêts maladie, l'urgence. Si à cela, vous ajoutez un salarié ou deux en congé payé, au même moment qu'un arrêt maladie, très vite, ça fait des journées de 12-14 heures. Je n'ai jamais eu autant d'arrêts maladie. Il faut aussi admettre que nous avons beaucoup de besoins périodiques ou dus à une hausse d'activité, et nous n'avons pas forcément les moyens d'un CDI supplémentaire. C'est donc Pierre qui dit ça, avec Monica qui dit pareil pour les arrêts maladie. On a un autre Pierre, pas le même, qui répondait à une remarque qui disait « Encore faut-il que les candidats viennent à l'entretien ».
Voilà. Est-ce que toi, Séverin, tu vois ça, toi, du coup, vous vous faites ghoster aussi, vous, pour employer un mot moderne? Ça peut nous arriver, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que il faut accepter que le paradigme a énormément changé, hein, et c'est les candidats qui ont les cartes entre les mains. Je ne dis pas d'ailleurs que et du coup, il faut céder à tous leurs caprices, mais c'est vrai qu'on est obligé de s'adapter. Voilà, il y en a qui ne veulent pas répondre au téléphone, et ben, on leur envoie un texto. Il y en a qui veulent pas répondre à un texto, on leur envoie un email. Il y en a qui et on va toujours finir par être quelquefois ghosté. Il y a pas de solution miracle. C'est vrai aussi que ce que disait Arnaud était tout à fait juste, hein. Il y a beaucoup d'établissements qui ont redémarré très, très vite dans des conditions, compliquées, avec une main-d'œuvre en nombre insuffisant, où les managers ont été sollicités avec, comme le dit Pierre aussi, hein, le manager se retrouve à faire des check-in, check-out, etc. Et de toute façon, quand bien même il le voudrait, n'a pas le temps ni de motiver, ni de former les équipes. C'est vrai que le ghosting, c'est un problème, et je donnerai de leçons à personne, mais je pense que trop de, trop de personnes qui étaient du côté de l'employeur pendant trop longtemps ont pensé que les candidats étaient une denrée voilà, illimitée, et que les règles de l'hospitalité qu'on essaye de répandre dans des voilà, du storytelling, du marketing, etc. Si le candidat ne le ressent pas dans son expérience, évidemment que ça pose un problème aussi en termes d'image de marque, hein. Donc, on se fait ghoster aujourd'hui parce que on a donné probablement un petit peu l'habitude aussi, hein, de ghoster. Je pense qu'à cet égard, c'est quand même pas très compliqué voilà, de programmer des réponses, etc. Après, l'erreur est humaine et elle peut toujours arriver, mais j'entends beaucoup plus de candidats qui se font ghoster et qui continuent à se faire ghoster, hein, Alors, de recruteurs ou d'employeurs. Et alors nous, on n'est pas à un niveau, hein, d'exécutant. Donc, si j'invite quelqu'un à un entretien, il va venir. Parce attends, que je voilà. t'interromps parce qu'on a une question importante quand même, qui est le mot ghoster n'est pas connu de tout le monde. Ah pardon, alors ghoster, c'est-à-dire ne pas donner suite aux messages qui sont laissés, voilà, ne pas se présenter à un entretien, ne pas retourner les appels, ne pas répondre aux messages, et typiquement, côté recruteur, hein, ne pas répondre aux candidatures. Euh, Et alors, c'est vrai que c'est devenu à la mode, et c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense, hein, malheureusement, aujourd'hui, statistiquement, hein, entre 30 et 40% des candidats ont zéro réponse quand ils envoient une candidature. Donc, est-ce que c'est acceptable? Honnêtement, je pense qu'en 2022, on peut mieux faire. et puis aujourd'hui, ils se parlent entre eux, donc s'ils n'ont pas eu de réponse, ils vont dire postule pas là parce qu'ils ne répondent pas, etc. Donc on peut se poser la question et en revenir un peu à la marque employeur. Il y a plein de questions là, les gens réagissent sur le chat et leur tournent. Une petite transition en même temps par rapport aux questions, et en on va pouvoir passer à l'accueil, puisque une fois qu'on a plus ou moins réussi à recruter, encore faut-il les accueillir. Et Arnaud, il y a des questions pour toi en même temps. Je ne sais pas si tu peux peut-être y répondre aussi un peu par écrit, comme ça on Je vais a regarder. sur le type de formation que tu as pu mettre en place, des exemples concrets pendant qu'on prend. Et puis, donc par rapport au sujet de Pierre, c'est vrai que quand on a trop le nez dans le guidon, après on n'a plus le temps de recruter, on n'a plus le temps de former. Moi-même, dans ma carrière, j'ai eu ça en Écosse, dans un hôtel de province, qui en plus n'était pas facilement accessible, où on se retrouve oui, à faire des journées sans fin. J'avais fini par trouver un petit peu la solution en étant particulièrement honnête lors de l'entretien, en disant voilà le projet. Par contre, c'est pas facile et voilà la situation dans laquelle on est actuellement et j'aurais pas forcément le temps de t'accueillir correctement, entre guillemets. Et en ayant fait ça, j'avais des gens qui étaient restés un peu plus longtemps, en tout cas qui avaient accepté de subir un peu plus avant qu'on les accueille. Je sais pas, je pose la question à la table entière, mais jusqu'à quel point il faut être honnête pendant le recrutement, en fait, pour attirer les candidats et pour s'assurer que l'onboarding se passera bien? Parce que c'est un vrai sujet. Quand on est trop dedans, c'est un cercle vicieux, on est trop dedans, puis du coup, on n'a plus le temps, quoi.
Faut être honnête. T'es d'accord? Faut tout simplement être honnête. Ouais. Moi, je pense aussi, oui. Je valide, parce que pour le coup, la déception entre, faire miroiter un rêve pour que dès le premier jour, au final, ça ne se réalise pas du tout, voire c'est complètement l'inverse. Au final, c'est au-delà de la simple honnêteté, il n'y a aucune raison pour qu'on reste. Enfin, je veux dire, de la même manière que, en effet, c'est une correction de répondre à une offre, eh bien, il faut qu'elle soit honnête. Et quand on retravaille les offres aujourd'hui, je pense que c'est un peu ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est oui, il y a un storytelling, etc. Il faut que ce soit vrai, il faut tester, il faut qu'il y ait quand même voilà, le concept marketing se base sur quelque chose de réel. Voilà, une réalité, une honnêteté dans ce qui sera présenté. Alors, comment on fait pour bien accueillir, Charline, puisque c'est toi qui as la parole, est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'on peut, si on est débordé, est-ce qu'on peut vous décharger ça, par exemple, à des organismes comme vous? Alors, nous, on fait de la formation professionnelle. On peut aussi accompagner en termes de conseils. On ne va pas nous faire l'accueil. Voilà. Maintenant, on peut en effet toutes les parties de formation interne. C'est quelque chose qu'on peut vraiment organiser avec les employeurs. Rien que ce qui est un point très important et qu'on remarque vraiment on parlait des formations qui avaient été faites avec Arnaud, notamment pendant le Covid, mais d'autres établissements et d'autres groupes ont aussi fait, et ça a vraiment contribué à la cohésion de l'équipe et donc à ce socle commun, en fait, non seulement de connaissances, mais aussi de valeurs, de partage de l'entreprise, et ça crée déjà un premier lien. Et nous, on l'organise très régulièrement pour des établissements qui soit sont en ouverture, en réouverture, mais aussi pour des établissements qui souhaitent redonner un souffle aussi, un petit second souffle à leurs équipes pour retravailler cette cohésion. Et c'est un point qui est extrêmement important pour bien accueillir. Alors, ça peut être des sessions ça peut être des sessions plutôt groupées, ça peut être des sessions interservices aussi, quand il s'agit de notamment des valeurs de l'entreprise et du concept. Et puis après, il y a aussi des formations purement métier, évidemment, et ça donne vraiment des bases. Et on investit aussi dans les collaborateurs et les collaboratrices, et c'est un point qui est souvent vu et remarqué et apprécié. Voilà, c'est l'accueil, on ne vous jette pas dans le bain, on n'apprend pas à nager en jetant dans l'eau, et donc c'est un point extrêmement important. Et c'est un gros gain de temps aussi pour justement l'entreprise. Alors, beaucoup de gens sont d'accord sur le fait qu'il faut, il faut pas vendre du rêve, il faut être honnête. Monica a dit qu'elle donne un maximum d'exemples sur la vraie vie, sur les difficultés qu'ils vont pouvoir rencontrer. Julie, aussi dit pareil, il faut être honnête. On a Mamba qui te rejoint, Charline, qui dit: beaucoup de salariés sont promus en interne comme manager, mais malheureusement n'ont pas les compétences, d'où un risque énorme d'échec. Il faut une vraie politique d'accompagnement, et c'est valable aussi pour tous nos collaborateurs qui arrivent, en mettant en place des parcours de formation. Alors, c'est vrai que nous, c'est une réflexion qu'on a aussi chez nous. Récemment, là, on a mis en place une académie, justement, pour que les collaborateurs puissent s'auto-former sur nos outils. Justement, le nouveau collaborateur, on sait qu'il n'aura pas franchement le temps d'avoir la formation qui va bien. Et donc, on s'est dit que c'était peut-être une solution à notre portée pour vous aider au quotidien, entre guillemets, qui puisse s'auto-former. Parce que c'est vrai, quand il faut prendre le temps de le former sur X outils ou X techniques, et qu'on est déjà sous l'eau, ce n'est pas forcément évident. Et pour compléter, en fait, au-delà de l'auto-formation, je pense que certes, ça peut aider sur certains outils. Il y a des moments où il faudra du présentiel et de l'humain. Nos métiers, les métiers du secteur, c'est de l'humain. Et donc, ça passe aussi par cet exemple des différentes équipes, et ça permet de créer du lien vraiment entre les équipes. Et c'est aussi ce qui fait tenir. Tout à l'heure, on parlait de la QVT, du fait que certes, le salaire est extrêmement important, mais à salaire égal, clairement, l'ambiance, le lien qu'on crée avec ses collègues, avec aussi ses managers, c'est un point extrêmement essentiel qui fait rester une personne
plus qu'autre chose. Excusez-moi, juste Charline, je reprends sur ce que tu viens de dire, j'en profite. Nous, tous les 2 ans dans l'entreprise, on fait un questionnaire aux salariés et ce questionnaire est fait tous les 2 ans, donc ça nous permet de comparer aussi le bien-être au travail et les attentes des salariés qui sont chez nous. Enfin, dans notre groupe, dans le groupe dans lequel je fais partie, on a mis en place tous les 2 ans ce questionnaire. Et effectivement, ça permet de travailler certains actes ou d'améliorer certaines choses. Une citation de Richard Branson que tout le monde connaît. Si vous prenez soin de vos employés, ils prendront soin de votre entreprise. Ça rejoint un peu ce que tu viens de dire, Arnaud. On a beaucoup de questions sur les étudiants, les apprentis et les partenariats avec les écoles. Charline, j'imagine que vous faites le permis de former, vous, du coup. Vous avez beaucoup de demandes en ce moment. On a eu et on a encore beaucoup de demandes, particulièrement cette année, je pense. C'est une vraie source de personnes qui ont fait ce choix, justement, dès le plus jeune âge, ça fait un peu très jeune, mais dès leur choix, en tout cas, d'orientation professionnelle. Et donc, c'est un point important de ne pas perdre cette envie, cette motivation. Et donc, c'est vrai qu'on a énormément de demandes de permis de former. Alors, ça va avec le contexte, ça va avec la politique nationale, évidemment. Je pense que, on a un peu cette impression, mais que certes, c'est une obligation. C'est une obligation de la branche d'avoir son permis de former pour pouvoir accueillir des apprentis. Mais beaucoup, on le voit vraiment dans nos sessions, hein, beaucoup font, je pense, ont décidé de faire de cette obligation une vraie opportunité au-delà du contrat, parce qu'il y a des choses très obligatoires de l'ordre du légal, au-delà du contrat, de comment on fait un contrat, comment c'est les vacances, etc. C'est comment on accueille cet apprenti, comment on le forme tout au long de son apprentissage et comment on le fait grandir. Et que justement, ce ne soit pas un salarié qui ne remplace pas l'emploi de salariés en poste complet et que justement ce soit une réussite et que au bout de cet apprentissage, cette étudiante continue de choisir l'hôtellerie-restauration, même si des fois c'est un autre établissement parce qu'au bout de 2 ans on a envie de voir autre chose, on peut le comprendre, mais s'attache et continue à développer une passion pour le secteur. Il faut, Charline, tu as raison, il faut que la réussite du diplôme de cet apprenti, de cet étudiant, soit un objectif pour son tuteur et pour l'établissement, autant que sa réussite dans l'entreprise. Et juste parce que j'avais répondu aussi à cette question tout à l'heure, c'est attention aussi, et j'ai été parrain de la licence 13 à Cergy-Pontoise il n'y a pas très longtemps, l'année dernière pour le coup. Mais c'était un sujet qu'on avait eu aussi, c'est attention au discours que tiennent certains enseignants sur le salaire à la sortie de l'école. Et malheureusement, moi, j'ai eu à recruter des personnes qui sortaient en école de commerce et qui a fait des prêts étudiants pour cette école. Donc, effectivement, ils ne pouvaient plus se permettre d'accepter un salaire moins que 2 500 €. Je vous donne une ordre d'idée. Mais effectivement, vous sortez d'école de commerce, vous n'avez pas de portefeuille client et vous avez déjà des grandes demandes parce qu'à l'école, on vous a dit c'est comme ça, c'est comme ça. Et en plus, il faut que tu rembourses ton école de commerce, quoi, enfin ton prêt. Donc, il y a aussi une vigilance à avoir, nous tous, en tant que professionnels, quand on intervient dans les écoles ou quand on intervient auprès des jeunes ou quand on intervient auprès de nos équipes, de montrer la réalité. Donc, on a parlé un petit peu de recruter et puis accueillir. Alors, on voit que c'est pas toujours évident. Et après, il s'agit de garder après, de s'assurer qu'ils sont contents. On a parlé brièvement, Arnaud, là, du bien-être au travail. Qu'est-ce que tu as mis en place, toi? Je vais lancer un sondage en même temps, hein, sur savoir dans l'audience quel est votre turnover à peu près estimé. Je sais que la question est très vague parce que ça peut varier selon les rôles, mais Il y a mince, j'ai plus le prénom, qui a dit: avez-vous suivi des formations en ressources humaines aujourd'hui? Ne vaut-il pas mieux vendre une perspective d'évolution ou un projet ou un lieu de salaire? Aujourd'hui, j'ai
3 de mes salariés qui sont 3 apprentis auparavant. Et tous qui ont fait une évolution de carrière et une évolution de poste. C'est-à-dire qu'on favorise la consistance. C'est-à-dire que pendant 2 ans, ils ont été irréprochables. Enfin, d'être malade, ça arrive, mais ils ont été irréprochables et ils ont montré cette envie d'apprendre et d'évoluer. Et à partir du moment, et c'est ce que je dis, même hors des apprentis à tous mes salariés, c'est qu'à partir du moment où vous êtes consistant et qu'à un moment vous avez atteint un niveau supérieur, déjà faites 1 an et soyez consistant. Si jamais j'ai un poste, avec grand plaisir, on fait évoluer la personne et on l'accompagne. Si jamais je ne l'ai pas en interne, je ferai bénéficier de mon réseau de cette personne. Et souvent aussi, certaines personnes vont dégoûter, la contre-offre vont dégoûter certaines personnes, puisqu'en fait, ils vont retenir un salarié qui a décidé de partir. Et combien de fois, on avait le terme ghosté tout à l'heure, mais effectivement, il y a des personnes aussi qui, en fait, ne viennent pas travailler parce qu'au final, leur employeur leur a fait une contre-proposition. Et comme moi, j'ai tendance à dire, c'était avant qu'il fallait faire la proposition. Il ne faut pas attendre que ton salarié veuille partir, parce que de toute façon, quand il a démissionné, il est déjà rentré dans un état d'esprit négatif. C'est-à-dire qu'il va prendre le salaire et ce qu'on lui propose avant, mais tout ce qu'il a de négatif va rester puisque l'entreprise n'aura pas changé sa position. Il aura juste gardé ou conservé en lui donnant soit une promotion avec plus d'argent, mais sans lui donner plus de responsabilités ou plus de formation derrière. Bon, ça fait partie des choses, moi, dans mon expérience, il faut être honnête aussi dès le recrutement sur, tout le monde ne peut pas proposer des évolutions et moi, ça m'est souvent arrivé de décliner des très bons candidats par rapport à leur projet professionnel puisqu'ils n'étaient pas en adéquation avec l'entreprise dans laquelle ils postulaient. Je veux dire, sur une petite structure, quand on sait qu'il n'y a pas un turnover, phénoménal à des niveaux plus hauts, on ne peut pas vraiment lui proposer un plan de carrière, lui dire: «Oui, Mais tu pourras évoluer en 6 mois», donc par c'est contre. c'est pour ça que c'est intéressant de dire, et moi, j'ai aucun problème, je ne veux pas garder, enfin, surtout quand, pour certaines personnes, là, je vois sur le webinaire, on est plusieurs, on fait partie de groupes hôteliers, on fait partie, et ben, c'est là qu'il faut justement pousser le fait de dire, si j'ai pas le poste en interne ou si je suis pas capable, et que tu as fait tes preuves et que tu as été consistant et que tu as envie de partir et que c'est le moment pour toi, et ben, oui, je t'aide. Et c'est avec une lettre de recommandation et c'est avec un email à nos contacts, à notre réseau, etc. pour favoriser ça parce qu'en fait, on a tous intérêt à jouer le jeu là-dedans. Sinon, effectivement, on se retrouve avec des personnes qui vont être dégoûtées de l'hôtellerie ou qui vont s'encoter et qui vont plus du tout avoir cette même joie de venir travailler. Là aussi, l'honnêteté, encore Ouais. une fois, je reprends. Mais c'est aussi être honnête que de dire, en effet, vous voyez la structure, on est sur une TPE, voilà. Mais et continuer sur ce que disait Arnaud, c'est-à-dire qu'en effet, ça n'empêchera pas une évolution. Faites vos armes, restez le temps. Enfin, voilà, c'est aussi une possibilité de fidéliser aussi sur le secteur à une échelle un peu plus grande qu'un hôtel, que son hôtel, même si évidemment c'est du travail à imaginer, mais en même temps, si c'est une personne qui travaille très bien et qui au bout d'un moment doit évoluer, c'est que déjà elle aura fait ses preuves chez vous et c'est déjà pas mal. Là aujourd'hui, je vais reprendre ma casquette, la casquette président à ICR Paris. On reçoit des demandes de personnes qui recrutent. On ne reçoit jamais de personnes qui disent j'ai quelqu'un à faire évoluer, j'ai plus de place pour lui, il cherche ça. Vous voyez, en fait, effectivement, c'est ce que disait Séverin tout à l'heure. On a eu déjà cette discussion il y a quelques semaines, mais tout le monde cherche à recruter, mais personne cherche à faire évoluer ou développer ou profiter de certains réseaux pour dire bah tiens, il est temps pour lui, je te fais une passe et ça se retranscrit différemment. Le fameux mercato hôtelier, quoi. On a vu qu'en plus, aujourd'hui, on a des générations qui n'ont pas peur de revenir. Moi, ça me serait jamais venu à l'esprit de retourner travailler là où j'ai travaillé avant, mais maintenant, en fait, on constate et les gens nous disent: «Bah si, en fait, ils partent, ils vont faire 2 ans quelque part et puis après ils reviennent sur un autre rôle, sur un autre job». Donc il y a tout à gagner justement en étant honnête, comme on a pu le dire, en essayant de les aider et puis justement, je pense que sur les TPE, il y a peut-être plus de transversalité sur un poste. Donc ils peuvent apprendre plus de choses sans forcément monter, même s'ils veulent tous monter et ça se comprend. Donc il y a une vraie expérience à prendre. Tiens, voilà quelqu'un qui dit: «J'ai eu 3 cas de revenants». C'est leur nouveau nom. On est dans The Walking Dead. 3 cas de revenants, ces dernières années. Voilà, Monica qui
qui en parlent. Et Pardon, je te coupe, vas-y. parce que c'est intéressant comme aspect. Effectivement, hein, je pense que on a tendance à vouloir garder pour soi des employés et surtout par exemple, des réceptionnistes. Quand on est dans un petit hôtel et Émilie Morichot, hein, disait boutique hôtel parisien, bah, évidemment qu'on veut les garder pour soi, parce que c'est compliqué de les former, parce que ça prend du temps, etc. Mais effectivement, quand on est un petit hôtel, on n'a pas de possibilité de les faire évoluer. C'est important de les aider effectivement à aller chercher ailleurs, hein, à développer, à continuer leur expérience. Et puis c'est surtout important, je pense, de se quitter dans de bonnes conditions, de façon à être dans cette hypothèse, hein, où ils reviennent quelques années plus tard, peut-être à un autre niveau, et même s'ils ne reviennent pas, en tout cas, ça sera des prescripteurs. Je pense que tout employé qui quitte une entreprise doit voilà, être parti dans des conditions qui lui permettent de dire qu'ils vont recommander cette entreprise à un ami, quoi. On a la chance quand même aujourd'hui aussi. Alors, là tout à l'heure, effectivement, je parlais de l'Aïster, mais aujourd'hui, il y a le club de la restauration, il y a le club des directeurs d'exploitation, il y a l'AGGH avec les gouvernants. Enfin, il y a énormément de clubs où il est possible, même pour des hôtels qui n'ont pas d'autres groupes ou qui ne font pas partie d'un groupe, d'adhérer à des réseaux qui permettent de se développer et qui permettent aussi de trouver des bonnes pratiques ou des tips d'accompagnement. Moi, par exemple, Asforêt, je l'ai connu grâce à l'association. Je ne l'aurais jamais connu avant, par exemple. Et ça m'a permis d'attaquer l'après-Covid avec mon équipe quasiment complète. Et de pas avoir eu j'ai eu plus de mal effectivement à reprendre l'activité, le rythme de l'activité, mais j'ai pas eu de problème au niveau du staff après le Covid parce qu'on avait établi un vrai programme. Il y a un sujet qu'on n'a pas trop abordé, il nous reste quelques minutes quand même, c'est sur le bien-être et la qualité de vie. Moi, j'ai toujours dit, bon, on a des métiers qui sont pénibles, bien sûr, mais tous les métiers sont pénibles, j'ai envie de dire, hein, ils ont chacun leur. Par contre, ils sont souvent rendus un peu plus difficiles qu'ils n'ont besoin de l'être. Et il y a plein de choses qu'on peut faire, d'un point de vue technologique. Moi, quand j'ai fondé DMBook, c'était bien justement pour simplifier la vie de mes collaborateurs et s'assurer qu'ils soient au courant des bonnes informations. Est-ce que ça vient pas changer un petit peu la donne? Je veux dire, moi, je me rappelle, Arnaud, tu dois te rappeler aussi, c'est vrai aussi, je pense, quand il fallait faire plein de ressaisies, par exemple, de fiches d'enregistrement, voilà, ou alors, enfin, quelqu'un d'autre nous disait sur un autre webinaire avec Mathieu, lui, il y a une époque, fallait tout ressaisir les réservations. Moi, je me rappelle effectivement, les services de réservation, ils étaient 5 et ils passaient leur temps à faire de la saisie. Bon, maintenant, tout ça, il n'y a plus. Est-ce que c'est pas une évolution alors attention, parce qu'après, il y a des groupes WhatsApp qu'on voit et qui, je pense, sont très nocifs. Mais je ne sais pas si quelqu'un veut partager. Arnaud, peut-être, qu'est-ce que tu fais toi dans ton hôtel? Non, après, effectivement, informatiquement et au niveau de en fait, on essaye de faciliter le rapport client. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a parlé de l'hospitality et effectivement, déjà, le premier discours qu'ont les salariés, c'est que si nos clients sont contents, vous serez contents. C'est-à-dire qu'on a déjà, par principe, de dire si tout le monde doit être content, si personne n'est content, personne n'est content, si tout le monde est content, c'est ce qu'on fait pour les clients, on le fera pour les salariés. Donc ça, c'était une première chose. Et effectivement, pour donner du temps aux salariés, bah, effectivement, la solution de DMBook, quand je l'ai utilisée la premire fois, c'était… Même pas DMBook, hein, c'est la technologie en général. Hein. Oui, non, mais je sais, non, mais je l'ai utilisé pour le coup, entre le RSE où il ne faut plus de papier, quand on faisait des briefings, qu'on imprimait ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, certains salariés aiment bien arriver et connaître déjà l'information sur l'hôtel et ils se renseignent d'eux-mêmes parce qu'en fait, ça leur donne une certaine accessibilité, une autonomie, une transparence. Et effectivement, le fait de les responsabiliser et le fait de leur alléger le travail manuel, entre guillemets, leur donne plus de temps avec nos clients. Après, là où c'est important de souligner, c'est que médiatiquement, on n'a pas été gâté sur les 2 dernières années. Mais comme l'a dit Séverin au début, en fait, il n'y avait pas que l'hôtellerie qui ont des horaires décalés, qui ont des jours de repos décalés ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, quand on commence l'hôtellerie, souvent on est plutôt sur une tranche d'âge où on vit pas forcément, on n'est pas forcément indépendant et on fait les meilleures soirées du monde le mercredi et jeudi soir, quoi. Et
Charline, toi, sur les formations, parce que dans cette technologie à la fois low-tech, hein, par exemple pour les femmes de chambre, il y a plein de technologies qui existent aussi, même low-tech. Absolument. Après, il y a des points, il y a des fois au-delà de sans renouveler tout un matériel, tout un parc matériel, informatique, etc. Mais en effet, c'est des points qui sont essentiels. Je pense à des formations vraiment des fois basiques, mais qui sont encore pas toujours faites partout. Rien que des formations sur la santé et la sécurité au travail. C'est un point qui est extrêmement important, qui sert aussi personnellement en plus, mais en effet, quand on est en bac et qu'on a un certain nombre de chambres à faire dans un temps extrêmement imparti, voilà, le plus d'aide on peut avoir pour aller au plus efficace, le mieux on est. C'est de l'aide matérielle, mais c'est aussi ces formations, je pense vraiment geste et posture parce que c'est extrêmement social. On parlait de la durée de vie dans le secteur. On parlait de la pénibilité dans le secteur. Voilà, c'est quand même des points extrêmement importants pour prendre soin de ces équipes. Souvent, Charline, sur les étages, on parle de productivité et c'est ça là où le bas blesse. Je vois là sur le Novotel de Clermont-Ferrand où je travaille en ce moment aussi. Et ben en fait, on a réorganisé les équipes pour justement cette qualité de vie au travail. Alors, en plus d'avoir opté pour les level, etc. En fait, aujourd'hui, j'ai mes gouvernantes qui passent d'abord dans les chambres en amont, que le temps qu'ils fassent des chambres qu'ils puissent contrôler, pour triper les chambres, c'est-à-dire enlever le sale, enlever les poubelles, pour avancer le travail, garder une certaine manière de fonctionner et alléger le travail du personnel qui est souvent aussi vieillissant sur ce type de poste et où souvent il y a des problèmes médicaux importants. Ça, elles le vivent bien, ça, Arnaud, parce qu'on avait beaucoup de commentaires aussi sur les managers qui font plus leur métier de manager. Donc, Oui, parce qu'en fait, alors d'une part, c'est des premières femmes de chambre que j'ai fait évoluer. Donc, en fait, oui, parce que tout de suite, en fait, elles savent que les 2 premières heures de leur journée, c'est de stripper des chambres pour avancer le travail de leurs collègues. Donc, en fait, ça apporte un support naturel. Et derrière, après, elles vont faire du contrôle et ça donne de la légitimité vis-à-vis des personnes qu'elles encadrent. voilà. Des fois, elles peuvent le faire et des fois, il n'y a pas le temps. Mais la majeure partie du temps, maintenant, le fonctionnement est comme ça et c'est plutôt bien perçu. Et même pour ces 2 personnes qui ont évolué dans ce sens-là. On arrive presque au bout de notre créneau. Voilà, Mathieu qui réagit, qui dit le lead by example est primordial. Et puis Marilyn, tu viens de lui répondre, qui disait est-ce bien le rôle d'une gouvernante? Peut-être une sorte de cohésion d'équipe aussi qui peut se créer autour de tout ça. C'est des gouvernantes d'étage, attention, ce n'était pas la gouvernante générale. Mais gouvernante d'étage, son rôle, c'est de former et d'accompagner dans les étages les femmes de chambre pour qu'elles mènent à bien leur mission. Donc oui, moi, ça ne me choque pas. Mais je peux comprendre que d'autres, oui. Encore une fois, je pense que ça dépend aussi, encore une fois, hein, juste pour. Mais tout ce qu'on a pu dire, hein, ça dépend d'énormément de choses qui sont liées au contexte spécifique de chaque établissement. Et donc, que ce soit un contexte de taille, évidemment, de structure, d'organisation, mais aussi de zone géographique. Tout ça, c'est vrai qu'il n'y a pas. Tout à l'heure, je disais qu'il n'y avait pas de baguette magique, mais parce qu'il y a autant d'établissements que de stratégies possibles. Et donc, c'est un point qui est essentiel. Et si dans certains établissements, les gouvernants d'étage peuvent avoir ce rôle, c'est vrai. Peut-être que dans d'autres, c'est pas possible. Mais la cohésion d'équipe et le travail complémentaire et peut-être, enfin, je ne vais pas dire moins hiérarchique, mais en effet, dans plus de complémentarité au sein des rôles. Je sais par exemple qu'il y a beaucoup de vie ma vie qui sont proposés par exemple dans les établissements qui permettent à chaque équipe de mieux se connaître encore une fois et de connaître les contraintes de chacune et ainsi de mieux travailler ensemble. Et quand on se connaît mieux, y compris pour les managers d'ailleurs, au bout, ça fonctionne généralement un peu mieux. Alors juste peut-être pour conclure chacun, peut-être recommencer avec toi, Séverin. Je sais pas, peut-être un conseil pratique
pour ceux qui nous écoutent? Quelle est l'offre miracle qui attire des CV? L'offre miracle, j'aimerais bien, si je la connaissais, je pense que je serais déjà la milliardaire et quelque part sur une île en train de profiter de la vie et d'encaisser des royalties. Non, il n'y a pas de recette miracle. C'est vrai qu'on est dans un métier où l'humain est primordial. Je pense que pendant toute la pandémie, tout le monde en avait pris conscience et puis après on a recommencé et on est un peu revenu sur nos vieilles habitudes qui sont pas toujours très bonnes. Après, je pense pas non plus qu'il faille à tout prix chercher à séduire des candidats avec des trucs artificiels, voilà, qui sont pas dans notre identité ou qu'on n'est pas capable de délivrer après. Ce qui est certain, c'est que en fait, je pense que les choses les plus efficaces finalement, c'est les plus simples. Donc, on est sur un métier humain, les gens ont envie de voilà, d'être entendus, d'être écoutés, d'être traités d'égal à égal, qu'on leur explique aussi le sens, hein. On entend beaucoup parler de la recherche de sens, leur expliquer quelle est la finalité de leur métier. Et puis, c'est vrai que on est dans une période aujourd'hui qui est compliquée, mais j'ai tendance à penser que c'est transitoire. Après, combien de temps ça va durer, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense qu'on est voilà, dans une espèce de période entre deux, retour de fin de crise et retour vers quelque chose de nouveau. Ça demande de la part de toutes les parties, hein, ça demande un énorme effort d'adaptation. Et Dieu sait que voilà, abandonner des habitudes, c'est toujours compliqué de toute façon. Mais si je pense que si on est sincère, si on est transparent, si bah, ça peut aussi aider quand même, hein, d'apporter un petit peu de vie d'équipe, de donner envie aux gens de rester. Si on a des investisseurs et des propriétaires qui sont prêts aussi à s'inscrire dans cette logique, on peut faire probablement un bout de chemin ensemble, mais c'est vrai qu'il faut aussi renoncer d'avance, hein. On n'a plus du tout les mêmes carrières qu'il y a 25 ou 30 ans, donc il faut renoncer d'avance à fidéliser des gens sur 5, 6, 7 ans. Ça peut arriver, mais enfin, si déjà on arrive à les retenir pendant 12, 18 mois, je pense que c'est génial. Merci, Séverin. Charline? Ah, je crois que tu n'as pas rallumé ton micro, Charline. Mal cliqué, merci. S'il y avait un mot peut-être, je pense qu'en effet, sur tous ces leviers liés à l'expérience collaborateur là, que tu affiches, je pense que l'important, c'est de la coordination entre ces différents points. C'est-à-dire que c'est vraiment le recrutement, c'est pas juste le moment du recrutement qui est une stratégie, c'est comment on recrute, mais ensuite comment on accueille, comment on conserve ces collaborateurs, ces collaboratrices et leur motivation pour les faire aussi grandir. Donc, c'est une stratégie globale qu'il faut, je pense, penser aujourd'hui et difficilement, mais en effet, il faut se forcer, on le disait avec Arnaud tout à l'heure, comment se sortir de la tête du guidon pour penser plus globalement et de se dire, OK, j'ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai vraiment besoin de 3 réceptionnistes? Quelles compétences j'ai déjà? Quelles compétences j'ai besoin? En formation, on va parler de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, mais donc de la fameuse GPEC. Vraiment, c'est ce point-là. Et est-ce que j'ai déjà des ressources en interne que je peux faire évoluer? Et puis, une fois qu'on a les personnes, en effet, comment je les intègre correctement, comment je les forme à mes méthodes, à mes process, à mes valeurs. Et ensuite, comment ils restent, comment je les motive, comment je crée cette cohésion d'équipe et ce socle commun. Voilà, donc c'est vraiment une stratégie beaucoup plus globale que j'ai besoin d'un CV. Je caricature, évidemment, il n'y a aucun hôtelier qui fait genre, j'ai besoin d'un CV. Mais c'est dans l'idée de se dire, voilà, pour grossir le trait, vraiment penser vraiment tous ces leviers dans une stratégie globale. Merci, Charline. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de chercheurs en interne, mais on pense toujours évolution verticale et parfois des talents qui veulent juste changer de département, en effet. Ouais. Et ça, absolument. Des fois, on a ce qu'il faut aussi en interne.
Et ce sera peut-être d'ailleurs plus facile de retrouver sur ce poste-là, des fois, pas tout le temps, ça dépend évidemment de beaucoup de situations, mais on oublie des fois ses collaborateurs et ses collaboratrices en interne. D'où l'importance de l'entretien d'évaluation annuel qui vaut la peine d'avoir cette pensée-là. Être bien mené du coup et de se faire accompagner si besoin aussi, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un entretien qui n'est pas suivi derrière. Donc si on les écoute, il faut prendre le temps de suivre derrière. Merci à tous. Arnaud, je ne sais pas si tu voulais conclure avec... Juste le point sur la dernière point. Tout à l'heure, il y a Mathieu qui a parlé du lead par l'exemple. Aujourd'hui, au vu du nombre d'annonces qui peut être diffusé, c'est vrai qu'aujourd'hui, mes meilleurs recruteurs sont mes employés, en fait, eux-mêmes. Donc, effectivement, par rapport à ça, on a mis une prime de cooptation, il faut le savoir. Mais les derniers salariés qui ont intégré l'équipe, je l'ai eu grâce aux salariés qui sont déjà dans l'hôtel. Et Charline a dit un mot juste, elle a parlé de valeur. Et c'est bien effectivement de déterminer la valeur qu'on veut avoir et la valeur qu'on a pour l'entreprise pour laquelle on travaille, d'être sûr que nos employés l'ont. Et après, effectivement, ça peut permettre de belles surprises et de découvrir quelques talents cachés sans avoir des personnes d'expérience hôtelière. Voilà. Merci Arnaud. Merci. On vous a mis un petit récapitulatif des slides, un petit peu de ce qui a pu être dit. Et puis, vos partenaires sont aussi là pour vous aider. Nous, c'est une question en permanence qu'on a. C'est comment essayer de justement vous aider au quotidien. Donc, on y réfléchit aussi beaucoup en tant que partenaire technologique pour rendre nos outils plus faciles, pour faciliter votre vie. Hein. C'était le but. Le but de l'Anjob et des Mbook et Asforest est là pour ça aussi, Upscales et les associations professionnelles comme l'AICR également. Merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions. On n'a peut-être pas répondu. On va rester connecté quelques minutes supplémentaires s'il y a des questions qui viennent. On a beaucoup de merci à tous. On a aussi les coordonnées des intervenants. Si vous voulez prendre contact avec les uns ou les autres, surtout n'hésitez pas. Elles sont à l'écran et donc on partagera le replay. Vous recevrez le replay et vous êtes les bienvenus pour le partager, bien sûr, largement. On espère que ça vous a été utile. Je vois plein de petits pouces. Merci à tous les quatre d'avoir participé, en tout cas. Merci. Heureusement qu'il n'y avait pas trop de réactions pendant parce qu'en effet, c'est perturbant. C'est quand il se lève, autant quand il s'affiche une fois, mais là, on a tendance à vouloir tous les regarder. Et... Voilà. Merci beaucoup pour ces réactions, en tout cas, ça fait plaisir. Merci. Merci à tout le monde, c'était intéressant. On n'a pas trouvé de solution miracle, mais je pense que c'est aussi une question de partage d'expérience. Hein. Je pense que quand on a des problèmes, c'est important aussi de ne pas rester isolé. Comme le disait Arnaud, il y a aujourd'hui plein d'organismes professionnels, d'amicales et autres qui sont là pour voilà, donner des conseils, partager des idées. Et c'est important voilà, encore une fois, oui, partager pour trouver d'autres pistes éventuelles. Mais c'est vrai que la solution miracle, pour répondre à Christine, hein, qui avait transmis son cri d'alarme, qu'elle n'arrivait pas à motiver ses saisonniers, ben, je crois qu'on ne comprend pas beaucoup plus qu'elle, la génération Y ou Z, hein, mais je pense qu'il faut faire avec et ça ne sert à rien de dire que c'était mieux avant. Voilà. C'est différent. Leslie qui dit très utile, permis de former en poche depuis 15 jours, restons humains et communiquons. Voilà, c'était aussi le but un petit peu de ce webinaire, de communiquer autour des bonnes pratiques. Voilà. N'hésitez pas, il y a les coordonnées de chaque participant. Vous pouvez rentrer en contact avec nous ou on fera circuler aussi les questions si vous nous les envoyez.